Imaginez la scène, vous êtes chez vous, à la table de la cuisine, lorsque votre belle-mère, avec la sérénité de celle qui vient de découvrir le remède à tous les maux du monde, déroule un plan qui, selon elle, est l'incarnation même de la justice. Avec des papiers étalés devant elle et une calculatrice qui ressemble plus à une arme de guerre qu'à un instrument mathématique, elle annonce sans sourciller, « Nous allons diviser cet appartement en 3 parties égales, une pour vous, une pour Alexandre et une pour moi. » Vous la regardez avec incrédulité tandis que le silence s'installe comme une invitation à la folie. 3 soirées? Pour qui, exactement? Demandez-vous, sentant déjà la réponse. Eh bien, pour nous 3, bien sûr. Répond-elle, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Je suis la mère, tu es la femme, et Alexandre, eh bien, c'est lui le lien. Le lien qui nous unit. Son mari, assis là en spectateur passif de cette pièce absurde, se contente de hocher la tête, comme si l'idée était parfaitement logique. Vous lui rappelez, avec la patience de quelqu'un qui explique l'évidence à un enfant, que l'appartement est le vôtre hérité de votre grand-mère, enregistré à votre nom, payé avec votre sueur. Mais pour la belle-mère, de tels détails ne sont que des obstacles techniques. L'héritage, pas l'héritage, ce qui compte c'est la justice. Déclare-t-elle, comme si le mot seul suffisait à réécrire les lois et les contrats. Alexandre vit ici, je suis sa mère, donc j'ai des droits. Des droits moraux. Vous riez presque. Des droits moraux sur une propriété qui n'est pas la sienne? Et quels seraient ces droits, exactement? Vous interrogez, tandis qu'elle, sans sourciller, répond, 3 ans à m'occuper de mon fils, 3 ans à cuisiner, faire le ménage, faire la lessive, dans ta cuisine, dans ta machine à laver, mais avec mes efforts. Comme si le fait qu'elle ait choisi de passer plus de temps chez vous que chez elle ou d'ailleurs elle est toujours officiellement enregistrée lui donnait automatiquement une part de ce qui vous appartient. Vous affirmez qu'elle est tout au plus une invitée de longue durée, mais la belle-mère rétorque avec la logique inébranlable de quelqu'un qui s'est déjà convaincu de son propre droit, invitée depuis 3 ans? Non, ma chérie. J'habite ici. Par conséquent, je mérite ma part. Et puis vient la menace voilée, si vous ne cédez pas, elle fera tout pour compliquer le divorce. Je vais raconter au juge comment vous avez maltraité Alexandre, prévient-elle, comme si vous étiez un méchant de feuilleton. Maltraité? Comment? Demandez-vous, prédisant déjà la réponse. Eh bien, il a pris 10 kilos en 3 ans, tu ne l'as pas laissé s'amuser, tu ne lui as pas donné d'argent. Tu t'évanouis presque. Il avait un salaire, il travaillait. Tu réponds. Un petit salaire, presque rien, rétorque-t-elle, comme si cela justifiait quoi que ce soit. Et alors? J'ai payé toutes les factures, la nourriture, les vêtements. Exactement. En tant qu'épouse, tu devais subvenir aux besoins de ton mari, et de ta belle-mère aussi, bien sûr. Le plan, selon elle, est génial, si le juge ne lui donne pas un tiers de l'appartement, il devrait au moins en donner la moitié à Alexandre, et lui, en fils dévoué, en transmettra une partie à sa mère. Après tout, elle le mérite, acquiesce son mari, comme s'il parlait d'une récompense pour service rendu à l'humanité. Vous essayez d'expliquer que les biens acquis avant le mariage ne se partagent pas ainsi, mais elle a déjà une réponse toute prête, c'est en théorie. En pratique, les juges ont pitié des hommes qui dépendent de leurs femmes. Et quand on l'interroge sur un « plan B », au cas où ce « plan de génie » échouerait, elle se perd en évasion, ça va marcher. Il faut que ça marche. Pour couronner le tout, elle révèle sa source de connaissances juridiques, sa voisine Tomara, qui, selon sa belle-mère, travaille au forum, c'est-à-dire qu'elle est la femme de ménage du tribunal. Elle écoute les débats tous les jours. Argumente-t-elle, comme si nettoyer le sol de la salle d'audience faisait d'elle une experte en droit. Vous essayez d'expliquer que le droit au logement n'est pas le droit à la propriété, mais elle insiste, pour Tomara, c'est la même chose. Et lorsque vous proposez de consulter un véritable avocat, la réponse est prévisible, les avocats vous disent ce que vous voulez entendre, si c'est bien payant. En fin de compte, il apparaît clairement que, pour elle, la justice n'est pas une question de loi, mais de commodité. Et tandis que votre mari reste là, entre sa mère qui le manipule et sa femme qui tente de sauver ce qui lui revient de droit, vous réalisez que la bataille n'est pas seulement pour l'appartement, mais pour votre santé mentale.
Car après tout, comment discuter avec quelqu'un qui pense que 3 années de dîner et de vêtements propres valent plus qu'un document enregistré chez notaire? Mais la belle-mère n'a pas abandonné si facilement. Nous devons aider une femme malade, a-t-elle insisté, comme si la maladie justifiait le pillage. Aider ne signifie pas céder un tiers de mon appartement, répondis-je en voyant ses projets s'effondrer comme un château de cartes. Inga Borisovna s'est rendu compte que ses stratégies commençaient à s'effondrer. Eh bien, alors nous avons changé de tactique, a-t-il déclaré, avec la froideur de quelqu'un qui avait déjà un plan B, un C et un D. Sacha, tu vas demander l'annulation du mariage. Pourquoi? A demandé son fils, confus. Parce que Léna t'a épousé juste pour l'appartement, expliqua-t-elle, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Si le mariage est déclaré fictif, elle n'a droit à rien. Au contraire, elle devra vous verser une indemnité. Compensation pour un mariage fictif, ce n'était pas fictif? Ai-je demandé avec incrédulité. Ne me fais pas ce discours d'amour, coupa-t-elle, comme si les sentiments étaient de la fausse monnaie. Ce qui compte, c'est de prouver qu'il s'agissait d'un accord. Et comment prouver quelque chose qui n'existait pas? Puis vint le génie douteux, nous avons trouvé des témoins. Quels témoins? J'ai demandé. Moi, répondit-elle sans cligner des yeux. Je suis ta mère. J'ai vu que tu ne l'aimais pas. Mais je l'aimais, dis-je. Je ne l'ai pas fait, a-t-elle répondu. J'ai adoré l'appartement. Ou, à tout le moins, l'immatriculation sur la plaque d'immatriculation. Son propre fils, mentionné dans ses écrits avant le mariage, servait désormais de preuve contre moi. La logique était si circulaire que même elle semble s'y être perdue. Quoi qu'il en soit, a-t-il conclu avec moins de conviction qu'auparavant, le plan est bon. Il fonctionnera. Mais ça n'a pas marché. Le divorce a suivi son cours et l'appartement ma propriété avant le mariage est resté là où il a toujours été, avec moi. La brillante stratégie d'Inga Borisovna s'est transformée en poussière, comme tous les arguments fondés sur des mensonges et des demi-vérités. Elle s'indigne de « l'injustice », comme si la justice était un jeu d'échecs où les règles s'inventent au gré des convenances. Et j'ai appris quelque chose de crucial, il y a des gens qui élaborent des projets fous, déformant les lois et les faits, juste pour voler ce qui ne leur appartient pas. Peu importe que la base soit l'ignorance, la malhonnêteté ou l'entêtement pur, ce qui compte, c'est la conviction qu'en fin de compte, l'intelligence l'emportera. Jusqu'à ce que tu ne gagnes pas. Car, en fin de compte, la seule chose qui est plus forte qu'un plan bien élaboré, c'est la vérité. Et elle, ma chère belle-mère, n'avait pas de prix.